Place aux artistes maintenant, donc j'invite sur scène Gérard Garouste. Bonjour à tous, bonjour Gérard. Bonjour. Écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir sur la scène du Théâtre du Rond-Point et je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette édition de Télérama Dialogue. Je voulais partager en fait avec nos lecteurs, avec les spectateurs, le souvenir, enfin moi je garde un souvenir extrêmement ému de l'interview que vous m'aviez accordée au printemps dernier, au moment où vous vous apprêtiez à vernir 3 expositions. Une aux Beaux-Arts, une à la Galerie Templon et puis une autre bien sûr au musée de la Chasse. Et c'était cette rencontre que je voulais vraiment partager avec nos lecteurs et avec les spectateurs. Et alors justement par rapport à ces 3 expositions, je voulais savoir comment vous aviez vécu ce printemps très riche, très dense. Avec quand même qui a été salué et par la critique et par le public. Bien, vous savez, il y a toujours un moment de chance, oui. Parce que régulièrement, tous les 2 ans, en principe, j'expose à la Galerie Templon. Oui. Et puis, mais là, un peu le hasard faisait que le musée de la Chasse m'invitait à faire une exposition, parce que quelques années auparavant, j'avais fait un tableau, il m'avait commandé un tableau avec un thème très précis de Diane et Actéon. Donc c'était pour moi assez amusant de traiter la mythologie grecque. Et puis le hasard aussi fait que tout d'un coup, Jean-Marc Bustamante, le directeur du musée des Beaux-Arts, m'invite à faire une exposition. Et là, c'était formidable pour moi, parce qu'il faut savoir que l'école des Beaux-Arts, la moitié de l'école des Beaux-Arts, est devenue maintenant un musée. Oui. Et donc, école où vous avez été vous-même, hein, d'ailleurs, élève. J'ai été élève dans cette école. Un peu malheureux. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, franchement, j'étais à l'école des Beaux-Arts, oui. C'est autour de 68. Hein. Oui. Donc j'étais à l'école des Beaux-Arts pour 2 raisons. D'abord pour le sursis militaire. Oui. Et la deuxième raison, pour le resto U, parce que comme un étudiant, on mangeait au resto U. Et on pouvait être longtemps étudiant, comme un étudiant de médecine. Donc ce sont vraiment les 2 seules raisons pour lesquelles j'étais à l'école. Parce que tout seul, par contre, j'allais voir la bibliothèque qui m'intéressait beaucoup. Il y avait des belles choses, notamment des facsimilés, des choses comme ça qui m'intéressaient. Sinon, non, rien. J'étais dans l'atelier de Saint-Gier, qui était un personnage adorable. On faisait venir des réfugiés politiques, donc c'était sympathique. Mais ce qu'il peignait s'enseigne pas. Moi, j'aurais voulu être aux Beaux-Arts comme dans une académie de musique, comme au conservatoire. C'est-à-dire, avant de faire de la musique, apprendre les notes, donc j'aurais adoré apprendre à peindre. Bon. Et non, moi, j'ai pas du tout appris à peindre. Tout le monde, c'est pas en lançant du riz sur une toile vierge qu'on apprend à peindre. Donc, j'étais très frustré parce que je voulais un enseignement très académique. Et puis, mais malheureusement, vous savez, autour de 68, c'est l'époque où les maîtres sont des cons et les artistes sont géniaux. Oui. Je crois que c'est un petit peu dommage, quoi, oui. Parce que on a toute sa vie pour être génial, mais à l'académie, on est là pour apprendre un métier. Oui. Tous les grands musiciens ont une formation classique. Oui. Moi, j'aime beaucoup Schoenberg, et quand on voit son parcours, c'est aussi quelqu'un qui a été un grand classique. Oui. Et donc ces 3 expositions qui ont eu vraiment beaucoup de succès, est-ce que... Si vous me le permettez... Oui, je vous en prie. L'avantage de ce... Ah, Monsieur Ribes. Mais montez donc, sur scène, Monsieur Ribes, on ne vous entend pas là. Qui êtes-vous? Vous êtes un observateur? Qu'est-ce que vous faites? Ils étaient copains d'école. À l'école des Beaux-Arts, j'ai eu la chance d'exposer dans la salle des Antiques. Oui. Et ça, c'est extraordinaire parce que j'ai pu exposer des choses immenses que j'avais exposées au CAPC de Bordeaux, à l'époque de Jean Liffrement, oui. C'est-à-dire des toiles qui font 16 mètres de long sur 9 mètres de haut, des installations. Et là, je ne pense pas avoir l'occasion de les montrer souvent, ces pièces-là. Voilà.
D'accord. Et comment vous avez vécu ce succès? Est-ce que pour l'enfant, je sais que vous l'écrivez dans ce livre magnifique, L'Intranquille, que vous avez fait avec Judith Pérignon, vous avez eu une scolarité chaotique, difficile, très douloureuse, puisque vous n'étiez pas fait pour un système scolaire comme celui-là. Est-ce que quand vous rencontrez un succès comme ça a été ce printemps, est-ce que ça efface les souffrances? Est-ce que ça atténue un peu ce qu'on a vécu? Est-ce que c'est une revanche ou c'est... En tous les cas, ça serait dommage de les oublier parce que c'est le parcours d'une vie et c'est assez agréable de voir qu'on gagne sur soi-même, qu'on se dépasse soi-même et qu'on on dépasse un peu ses propres difficultés. C'est vrai que j'ai toujours eu un ennemi juré, c'était moi-même, et j'en ai beaucoup souffert. Je me suis quand même retrouvé plusieurs fois dans les hôpitaux psychiatriques. Mais justement, vous savez, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je prends un grand plaisir, quand j'ai 2 minutes, d'aller dans les jardins de l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne, parce qu'il y a des petits jardins entre les bâtiments. Et il fait beau, il y a des beaux arbres, il y a des belles sculptures, tout ça. Et pour moi, c'est un moment apaisant. Comment on peut trouver un hôpital psychiatrique un moment apaisant? Mais c'est parce que grâce à la médecine actuelle, maintenant, il y a quand même des médicaments que malheureusement des personnes comme Van Gogh n'ont pas connus. Mais si Van Gogh avait connu ces médicaments-là, je pense qu'il se baladerait avec beaucoup de bonheur dans les jardins des hôpitaux psychiatriques. Oui. Donc il y a un peu l'idée, en effet, de prendre un peu une revanche sur soi-même. Mais c'est une revanche sur soi-même, mais c'est pas plus que ça, en fait, en même temps. C'est tout. Oui. Alors justement, dans le livre dont je parlais à l'instant, L'Intranquille, justement par rapport à votre père, ce que vous racontez dans ce livre, c'est l'antisémitisme très fort de votre père, sa collaboration pendant la guerre. Et vous écrivez cette phrase qui est absolument terrible. Vous dites qu'il n'avait pas pu faire héros, alors il avait fait salaud. Comment est-ce qu'on vit avec ça? Quand on est petit, on écoute, et puis, vous savez, on aime beaucoup son père, on admire beaucoup son père. Mon père a fait des études pour être aviateur. Son rêve, c'était d'être aviateur. Et puis, au moment où les Allemands occupent la France, il ne peut plus continuer son école. Donc, ce fantasme d'être aviateur, finalement, le grand regret de mon père, c'est de ne pas être parti en Angleterre en volant un avion comme certains de ses copains l'avaient fait. Et donc, il y a cette espèce de grand regret. Et alors, donc il y a cette image du héros dont il m'a beaucoup parlé quand j'étais gamin. Et puis, en même temps, comme par hasard, pendant la guerre, il fait des affaires formidables en profitant des spoliations des biens juifs. Il avait plusieurs magasins et dans ces magasins, avant la guerre, il était livré en bicyclette. Après, comme par hasard, il dirigeait ces magasins, il gérait le stock. C'était les parfumeries, les laboratoires Amson, qui étaient des laboratoires pour mettre au point des alcools de parfum, donc trafic d'alcool, etc. Et ça, mon père était assez fier, pendant la guerre, d'avoir des chemises sur mesure, des bonnes relations, dans la société. Et moi, enfant, il s'arrangeait à me faire complice de ça. Et c'est beaucoup plus tard que... Comment il vous faisait complice de ça? En l'évoquant Oui, en disant, je sais pas, par exemple, que les plus belles années de sa vie, c'était pendant la guerre. Oui. Et puis, comme par hasard, d'une manière un peu subliminale, mon père avait sur lui surtout des petits agendas, et il les a toujours gardés depuis l'âge de 18 ans jusqu'à sa mort, toujours le même format, petit agenda, couverture en cuir, comme ça. Et donc il l'a oublié, ou n'a-t-il pas oublié, mais comme par hasard, de tout ce qu'il a voulu détruire pour que je ne vois pas un petit peu les traces de ses amis pendant la guerre et tout ça, j'ai cette valise avec tous ces agendas. Et donc, on voit des choses hallucinantes dans ces agendas. J'avais confié ces agendas
Patrick Modiano, oui. parce que c'est le genre de choses qui m'intéresse beaucoup, oui. De voir un peu comment... Patrick Modiano qui, comme Jean-Michel Ribes, était avec vous à l'école. Voilà. Je crois que vous ne le fréquentiez pas encore. C'est-à-dire que dans ces écoles, il y avait une hiérarchie entre les classes. Patrick Modiano était une classe au-dessus de nous, donc on méprisait un petit peu. Mais c'est devenu un ami par la suite. Mais donc, ces carnets, voilà, c'était une manière de me transmettre un petit peu, finalement, ce qui a été mon père pendant la guerre, avec des choses assez hallucinantes, des dîners avec des généraux, enfin un général allemand, etc., etc. Un peu pour se justifier, enfin, il voulait me faire passer un message, et puis, en tous les cas, il y a de quoi remettre un peu les choses en question. Et comment vous avez fait pour échapper à ces haines ? Parce que c'était une haine des Juifs qui était absolument... Écoutez, derrière tout ça, je crois qu'il a compris qu'il ne pouvait pas me faire une bonne éducation. S'il venait d'un milieu assez... toute petite bourgeoisie. Oui. Et donc, il a eu, au moins, pour moi, j'ai eu la chance qu'il me mette dans un collège bien au-dessus de ses moyens. Oui. Et alors, j'ai rencontré des personnes absolument insensées, comme Jean-Michel Ribes. Non, mais dans ce collège-là, tout d'un coup, il y avait des Juifs, il y avait de tous les... Et c'était un collège assez nanti. Et donc, j'ai pu demander un jour à un copain, mais c'est quoi un juif? Et si vous voulez sortir de l'antisémitisme, déjà c'était dans cette pension à sortir des propos comme ça de jalousie, de complexe de supériorité, etc. Donc cette école au moins était assez formidable pour les professeurs et enfin pour moi je l'ai vécu comme ça, pour les professeurs et les élèves, qui étaient très ouverts. Il faut dire que les élèves, encore une fois, il y avait le fils de Chagall, il y avait le fils de Fautrier, il y avait que des fils qui étaient pas mal. Oui. Alors, justement, enfin, avant de parler de peinture, vous, dans le livre, toujours, vous parlez beaucoup de votre père, vous vous êtes construit contre votre père, mais vous évoquez assez peu votre mère. Quelle influence elle a eue sur vous ? Ma mère était très, très effacée. C'est peut-être un peu aussi l'époque, vous savez, les femmes sont très soumises, très... Moi, je me souviens en tous les cas que le jour où j'ai compris ce que ça voulait dire divorcer, ou si on est petit, tout d'un coup, le mot divorcer arrive à votre esprit, je lui ai dit, mais maman, divorce, il faut que tu divorces, parce que ma mère était... aujourd'hui, vous savez, il y avait un harcèlement mental comme ça. Mon père était quand même quelqu'un que l'on dit... je suis toujours suivi par un psychiatre. Et le psychiatre, quand je parle de mon père, il me dit ton père, c'est un psychopathe. Il a vraiment fait quelques actions inadmissibles. Donc... c'est pour ça d'ailleurs que très rapidement je me suis retrouvé chez un oncle et une tante en Bourgogne, donc où j'étais en pension. Enfin, d'abord chez cet oncle et cette tante en Bourgogne qui étaient merveilleux. C'est grâce à eux que je suis devenu artiste. Cassati, c'était un être merveilleux. Mon enfance, les plus beaux souvenirs de mon enfance, c'est en Bourgogne. Et puis après la pension, justement, parce que mon père m'a mis en pension. Mais loin, il fallait de toute façon, pour que je m'en sorte, que je sois loin de la famille. Et alors, sur ces histoires de filiation, maintenant, pour parler de peinture, vous citez souvent cette phrase de Picasso, vous dites « Nous sommes les héritiers de Rembrandt, de Velázquez, de Cézanne et Matisse. Un peintre a toujours un père et une mère, il ne sort pas du néant. » Vous, quels seraient vos parents en peinture ? Mes parents en peinture, quand j'ai commencé à vraiment... l'idée de l'art, comme ça, c'est devenu très tard. Mais mes premiers plaisirs, d'ailleurs, c'était des plaisirs qui étaient partagés avec... Jean-Michel Ribes, c'était Saul Steinberg, par exemple. C'est-à-dire ces dessins... Parce que moi, je faisais des dessins d'humour, et les dessins de Saul Steinberg, c'était un petit peu plus, c'était au-delà du dessin d'humour.
Et donc là, ça, tout d'un coup, je me suis senti à l'aise avec ce genre de choses. Et puis, il y a eu Fautrier. Et puis après, il y a eu vraiment cette aventure de peinture, c'est-à-dire, ne faisant rien à l'école des Beaux-Arts, il a fallu que j'apprenne à peindre uniquement dans les musées et avec les restaurateurs. Je dois dire que mon métier de peintre, je le dois à connaître les secrets des restaurateurs. J'ai eu la chance de connaître 2 grands restaurateurs du Louvre, M. Petit et M. Vallot, et j'avais comme assistante une chimiste qui était leur élève. Donc là, c'est comme ça que j'ai appris le métier de peintre. Et puis aussi d'aller regarder peut-être d'un peu trop près les tableaux dans les musées, parce que j'allais carrément comme avec une loupe, et là je me faisais assez sérieusement disputer par les gardiens, les choses comme ça. Et quels tableaux vous regardiez? Quels étaient ceux qui, peut-être, est-ce qu'il y en a qui vous ont appris plus que d'autres? Alors, il y a un tableau techniquement qui résume tous les autres. Bon, moi, j'ai eu beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup. Hein. Ça va de Manet en passant par le Gréco, et puis plus récent, et puis très récent, enfin, puis des artistes plus actuels comme Giorgio de Chirico. Oui. Mais il y a un tableau qui est à lui seul résume pour un peintre toute l'histoire de la peinture. Techniquement, j'entends, c'est le Tintoret. Le Tintoret. Si vous prenez un tableau comme l'enlèvement du c'est drôle que je n'arrive pas à le citer. L'enlèvement du corps de Saint-Marc. C'est un tableau qui donc est à Venise. Et ce tableau, déjà, on n'y comprend rien. J'aime beaucoup ça, c'est un tableau figuratif. Et vous regardez le tableau, vous ne comprenez absolument pas de quoi il s'agit. L'enlèvement du corps de Saint-Marc. Vous voyez des cadavres qui sortent des tombes. Le sujet est génial, quoi. Donc il faut lire le mode d'emploi pour comprendre le tableau. J'aime beaucoup ça comme rapport à la peinture. Et maintenant, techniquement, là, vous avez tout. Vous avez la base même de la peinture à l'huile, c'est-à-dire le jeu des ombres et des lumières, c'est-à-dire les empattements avec une matière assez peu grasse, je veux dire, et les ombres qui sont assez grasses et qui donnent des transparences. Et là, vous avez une harmonie de technique, et si vous pigez ce qui se passe dans ce tableau, vous savez peindre. D'accord. Et ça pour vous, vous avez eu le sentiment, en le voyant, de comprendre finalement j'avais l'impression d'être devant quelqu'un qui m'apprenait un métier. Chose que je n'avais pas vécue à l'école des Beaux-Arts. Mais là, tout d'un coup, vous savez, encore une fois, je vous le dis, un pianiste, il est devant son clavier et puis il a un maître qui lui apprend les touches, le solfège, etc. J'ai pas eu cette chance-là. J'ai pas eu. Donc, mais ça, en peinture, on peut, parce que c'est avec les yeux, c'est pas. Donc, en regardant de très très près, mais très près, un tableau, vous voyez qu'est-ce qu'il y a derrière, les touches, les couches, etc. Et vous prenez conscience des temps de séchage, etc. Donc, mais ça prend du temps, Les premiers tableaux sont assez ratés. Est-ce que c'est justement parce qu'on ne vous a pas transmis la peinture, l'étude de la peinture, enfin tout ça, que pour vous, la transmission est au cœur de votre vie aujourd'hui? Vous dites quelque chose de très important, parce que, en effet, la transmission de mon éducation, où c'est une éducation à l'envers, c'est-à-dire qu'on ne m'a donné que des mauvaises choses, il a fallu que je remette tout en question, mais j'ai eu la chance d'être toujours très bien entouré, et par des amis, et puis aussi par ma femme, qui Elisabeth Garous, qui m'a, au début de nos relations, était devant un personnage où il y avait un gros travail à faire.
Et en même temps, en effet, j'ai été frustré de transmission. On m'a rien transmis, même, et aux Beaux-Arts, je vous dis, on m'a rien transmis. Donc, cette frustration, en effet, j'ai tout d'un coup, la transmission, pour moi, me paraît être une chose essentielle, parce que ça met en scène la connaissance, l'expérience d'un maître qui transmet à la nouvelle génération. C'est pour ça, par exemple, que pour moi, c'était évident que quand je me suis installé en Normandie, rencontrant des enfants en grande difficulté, issus d'un milieu social défavorisé, c'était évident que j'allais leur leur donner ce que j'entends moi du côté de la transmission. Mais j'aurais été avocat ou plombier, j'aurais fait la même chose. C'est-à-dire qu'il s'agissait de transmettre, et après, il y a une espèce de magie qui opère entre l'adulte et l'enfant. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous êtes venu au judaïsme, justement parce que vous me disiez dans cette interview que pour vous, les juifs, c'est d'abord des passeurs. Est-ce qu'il y a aussi cette idée de transmission qui vous a amené à cette religion ? Ce qui m'a amené à cette religion, c'est déjà depuis cette enfance, les Juifs. Alors, vous savez, le fait d'avoir un père antisémite collabo pendant la guerre avec des magasins spoliés sous la bonne, c'était l'État, hein, c'était dans les lois pétinistes. Donc mon père se protégeait toujours en disant mais on avait le droit de le faire. Et donc le mot juif dans mon enfance, ça réveillait quelque chose, ça posait question. Donc, on peut dire que, paradoxalement, je me suis intéressé au judaïsme grâce à l'antisémitisme de mon père. Parce que, soit dans un cas de famille comme ça, soit vous adoptez le tissu de la famille, le vêtement de la famille, on ne veut pas savoir, et vous faites comme tout le monde, tout le monde de la famille. Ou alors, si vous commencez à vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un juif ? Mais qu'est-ce que c'est ? D'où vient l'antisémitisme ? C'est quoi l'antisémitisme ? Quelle est l'origine ? Alors là, vous découvrez un monde d'injustice et donc ce qui fait que cette curiosité, cette quête de justice vous amène à prendre vraiment tout d'un coup des initiatives qui va jusqu'à... il faut dire que ma femme était juive, ce qui n'était pas un hasard. Peut-être que derrière ça, il y avait une manière de questionner sur le judaïsme. Bien que consciemment, je ne savais même pas qu'elle était juive, c'était mon père qui m'avait fait remarquer qu'elle était juive. Et donc, j'ai été à un moment donné, vraiment, j'ai voulu suivre des conférences, j'ai voulu connaître, j'ai voulu savoir, et de curiosité en curiosité, c'était tout à fait passionnant. D'accord. Alors, justement, il vous arrive de puiser... Tous vos tableaux puisent en fait à la source des plus grands textes, que ça soit le Talmud, que ça soit la mythologie, que ça soit la Divine Comédie de Dante ou Don Quichotte. Vous dites qu'au-delà de la peinture, ce qui compte, c'est le sujet de la peinture. Oui, à un moment donné, vous savez, c'est ça, on vit une époque formidable. C'est que on a vécu l'époque classique, la Renaissance, etc. On a vécu les impressionnistes. On a vécu le XXe siècle, qui est une époque iconoclaste, avec des grands artistes très différents, comme Matisse, Picasso, Duchamp. On a vu récemment des grandes expositions de ces artistes. En ce moment, il y a Picasso, mais il y a l'autre côté qui est le côté duchampien, le côté Duchamp. Donc, la boucle est bouclée, comme dirait Roland Barthes. C'est-à-dire, on a fait le tour de la peinture. Donc, d'une certaine manière, on est débarrassé de l'originalité. Vous pouvez faire n'importe quoi, vous savez, je fais ça, et là, je viens de faire une installation, par exemple, une performance. Donc c'est tout et n'importe quoi. Je citerai au passage un artiste que j'aime beaucoup, Ben, qui dit « L'art, c'est l'espace qui existe entre mes doigts de pied ». Et donc, moi, je pense ça au pied de la lettre. En effet, si l'art est partout, ça veut dire aussi qu'il est nulle part. Donc il y a tout à réinventer, et on est dans cette époque-là. Donc ma méthode à moi, chacun sa méthode, ma méthode à moi, c'est de me dire, bon, faisons un tableau avec l'enseignement, la transmission d'un Tintoret, faisons un tableau à l'huile, classique. Et ce qui ne doit pas être classique, c'est la manière d'aborder le sujet.
Et là, ma manière d'aborder le sujet, c'est pas tellement se délecter. Vous savez, je pars d'abord, je suis un grand lecteur de Roland Barthes, et pour moi, ce n'est pas l'histoire qui fait la mythologie, c'est la mythologie qui fait l'histoire. Et donc, si je prends même des mythes, pour moi, je fais pas de différence entre une religion et un mythe. Pourquoi ? Parce que tout est une question d'interprétation, et en somme, une religion, c'est un mythe vivant, et un mythe, c'est une religion morte. Donc, on peut prendre ce problème du mythe. Et ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je veux faire du mythe aujourd'hui ? Je ne vais pas faire comme au XIXe siècle, peindre une scène. Je l'ai fait, mais c'est pas ça le plus important. C'est pas de refaire une fois de plus Diane et Actéon. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai fait à l'exposition Templon, par exemple, c'est de jouer sur un effet. S'il faut lui donner un nom, vous en entendrez, à mon avis, maintenant souvent parler, parce que c'est évident. Je ne parle pas allemand, hein, mais c'est le Altneue Kunst. C'est-à-dire, vous savez, en allemand, on peut faire la contraction de deux mots qui inventent un mot. C'est-à-dire, nous, on connaît le mot classique, on connaît le mot moderne, on connaît le mot avant-garde, mais soit on est d'avant-garde, soit on est passéiste. Moi, je suis souvent accusé d'être passéiste. Mais Altneue, c'est une contraction, justement, c'est le nom d'une synagogue. Et cette synagogue, elle s'appelle Ancien Nouveau, mais en un seul mot. C'est-à-dire qu'elle n'est ni passée, ni moderne, elle est au-delà du temps, comme ça. Et c'est ce côté que, en tant que philosophe, développe Marc-Alain Ouaknin, c'est l'idée que il y a un temps, il y a du passé, et puis un temps de sommeil, un temps d'oubli. Et puis tout d'un coup, ça réapparaît. On a travaillé ensemble sur le thème de Pinocchio, le rapport qu'il peut y avoir entre l'histoire de Pinocchio avec la hache et le non-sacrifice d'Isaac. Et tout d'un coup, c'est une manière de faire... Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais tout d'un coup, cette manière comme sujet de voir la mémoire d'un mythe, la profondeur, les sources phréatiques, et puis tout d'un coup, la résurgence de quelque chose qui revient d'une manière contemporaine. Ces trois phases, à l'exposition de Templon, je l'avais réalisé dans un tableau qui s'appelait Roni. Oui. Roni, qui est un personnage qui fait des cercles, c'est un personnage du Talmud, donc personnage qui a dû exister, mais qui lui-même devient complètement mythique, enfin, parce qu'il avait le don de faire des cercles par terre et de commander à Dieu, fait pleuvoir, et c'est quand même, il faut savoir le faire, ça quand même. Et en même temps, il dort 70 ans, et 70 ans, il va dans une école et il dit mais c'est moi, vous parlez de moi, mais c'est moi. Tout un jeu comme ça de dormir 70 ans et de refaire école. Et ça, c'est quelque chose qui est à travailler, qui est tout à fait passionnant. Parce que c'est ni une délectation dans le mythe, ni se projeter dans l'avenir en étant amnésique sur ce qui s'est passé. Et en même temps, les deux, le passé et l'avenir, sont liés dans une idée de transmission. Alors là, on vient de parler du sujet. Moi, je voulais savoir aussi quel était votre rapport à la peinture comme matière, aux couleurs, à la toile, au pinceau. Est-ce que c'est quelque chose d'organique? Comment vous le vivez, ça, ce rapport? Eh bien, je le vis d'une manière, c'est-à-dire là, si on parle de matière, je le vis aussi d'une manière mythologique, enfin, comme un mythe. C'est-à-dire, il est évident que si je fais quelque chose si je prends une photo ou si je fais un film,
c'est extraordinaire, un film, une photo, j'aime beaucoup les photographes, mais la peinture, elle a l'idée qu'elle existe depuis toujours, depuis l'homme des cavernes, etc., elle est intemporelle, elle est de l'ordre du mythe. Que ce soit Michel-Ange, Léonard de Vinci ou Picasso, il y a cette idée du mythe de la peinture. Donc l'idée, c'est quelle va être... là, on n'est pas dans l'écriture, je ne suis pas écrivain, je suis peintre, donc quels vont être mes outils? Et l'idée, c'est de prendre... j'ai été jusqu'à... surtout il ne faut pas oublier l'époque, hein, on est après Duchamp qui veut se débarrasser de toute forme d'école, il en a marre de l'originalité, il en a marre de tout, il va jusqu'à exposer un porte-bouteille comme là j'exposerai ce verre, et il le met dans une galerie et il va appeler ça Fontaine par exemple, et c'est ce qu'il a fait, ready-made, c'est un ready-made. Et donc je suis de cette génération qui a vécu la découverte il y a maintenant plus d'un Duchamp, ça a plus d'un siècle, oui, ses œuvres, les ready-made ont à peu près un siècle. Donc j'ai vécu quand j'étais jeune cette période-là, mais comment aller plus loin qu'un ready-made? Il faut tout reprendre à la base. D'où l'idée, faisons de la peinture, et à l'intérieur de cette aventure, voyons un petit peu... Mais reposez-moi votre question. Le rapport à la matière. Donc, alors, faisons de la peinture, mais alors c'est quoi la peinture? C'est quoi? C'est de la toile tendue sur un châssis, et puis il y a de la couleur, mais c'est quoi la couleur? Et donc, pour aller jusqu'au bout de ce mythe, j'ai voulu savoir ce que c'était que de la couleur. Oui. Donc, c'est là où je vous dis, j'ai pris une assistante qui était chimiste, Hélène Valentin. Je trouve que d'ailleurs, elle a un nom de marque de peinture, je trouve, Hélène Valentin. Elle était géniale parce qu'elle était en contact. Parce que moi, je ne suis pas chimiste, je ne pouvais pas parler chimie. Elle était chimiste, elle pouvait parler à ces monsieur Petit-Vallot. Et on a fabriqué nos couleurs. Le rideau de scène du Châtelet, dont on nous avait fait beaucoup de compliments, elle est faite avec les couleurs mises au point par Hélène Valentin. Et là, pourtant, c'est des sortes d'acrylique, des choses comme ça, des mélanges un peu spéciaux. Mais là, pour les huiles, c'était pareil. Et de fait de fabriquer moi-même mes couleurs, j'avais une tricylindre, c'était une machine à broyer les couleurs, etc. C'est déjà pour moi la peinture, c'est déjà le sujet du tableau. On est en plein dans la peinture. J'ai voulu aller jusqu'au bout de cette expérience du peintre. Alors j'ai fait pendant des années mes propres couleurs, jusqu'au jour où, franchement, dans le commerce, il existe des très bonnes couleurs. Et pourquoi s'ennuyer à les fabriquer, à moins de devenir fabricant? Peut-être que si mes tableaux ne se vendaient pas, je serais devenu fabricant de couleurs. Vous auriez pu vous reconvertir. Voilà, mais là, il y a des très très bonnes couleurs, mais au moins on peut les choisir, parce qu'il y a aussi des très mauvaises couleurs, il faut savoir choisir les bonnes couleurs. Une toute petite dernière question avant de passer la parole à la salle. Quand vos tableaux sortent de l'atelier, comment vous le vivez? Ils vous échappent? Vous avez le baby blues? Comment ça se passe? Alors je reciterai encore Roland Barthes, qui a fait un très beau texte qui s'appelle « La mort de l'auteur ». La mort de l'auteur. Et ce texte dit qu'un écrivain écrit une nouvelle, écrit un roman, mais une fois que ce roman est écrit, cette œuvre ne lui appartient pas. L'œuvre appartient à celui qui lit. Et je dirais évidemment la même chose pour la peinture. Moi, tant que le tableau est dans mon atelier, j'y greffe l'histoire que j'y veux, j'y mets mes fantasmes, mes mythes et tout ce que vous voulez. Mais une fois sorti de l'atelier, il n'y a pas spécialement de mode d'emploi. Il vous manque pas. Et au passage, je suis contre, vous savez, dans les musées avec des écouteurs là, pour expliquer comment est fait un tableau. Je trouve ça nul. Ce qui est beaucoup mieux, puisqu'on est devant une image qui est faite pour être regardée. Alors restons dans ce processus du regard, mais ce que le spectateur va voir, n'a peut-être rien à voir avec ce que j'ai voulu mettre dans le tableau. Mais c'est lui qui a raison.
C'est pas à moi de lui dire ah non mais vous n'avez rien compris à ma peinture. Non, c'est lui qui doit m'expliquer ce que j'ai pas compris dans ma propre peinture. Je vais vous demander s'il vous plaît d'éclairer la salle pour qu'on puisse passer la parole. Surtout n'hésitez pas. Pardon. Merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à lever la main. On a le temps pour que vous puissiez justement poser vos propres questions à Gérard Garouste. Je ne vois pas très bien, mais si, je vois là. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, monsieur, devant. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Gérard Garouste. Bonjour. Je voulais poser cette question qui est une question très simple. Rabbi Nachman de Bratslav, je voulais savoir qui c'est, tout simplement. Rabbi Nachman de Bratslav, c'est le petit-fils du Baal Shem Tov, c'est un mouvement chassidique. C'est en Russie, enfin dans la région de Braslav justement, on est à une époque de pogrom, où les Juifs sont particulièrement persécutés, et vous avez dans les shtetl, dans les petits villages, beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, beaucoup de pauvreté, et vous avez un mouvement de penseurs qui dit mais attendez, arrêtons de voir les choses sous cet angle-là. La vie était absolument extraordinaire, et vous avez tout d'un coup des sages, donc le Baal Shem Tov, mais Rabbi Nachman de Bratslav est dans cette même pensée, et Rabbi Nachman de Bratslav dit à des élèves, des disciples, et son enseignement est un enseignement oral, et il dit des choses assez étonnantes, qui, si vous le citez, c'est parce que, en effet, il m'est arrivé de le citer, par exemple, il dit « Ne demande jamais ton chemin à celui qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égarer. » Ça, je trouve que c'est une très belle discipline de vie. C'est un exergue de votre livre. Je suis là, monsieur Garouste. Vous êtes où? À gauche, à droite, à votre droite. Non, il est là. Il est là, monsieur, d'abord. C'est la première phrase de votre livre qui m'a intrigué. Alors, c'est une petite... J'aurais pu regarder sur Wikipédia, mais j'ai préféré vous le demander en direct. Oui, mais voilà. En tous les cas, Rabbi Nachman de Bratslav est encore une fois un penseur tout à fait... moi, j'appelle ça un philosophe tout à fait extraordinaire. Et son enseignement était... Par contre, il écrivait des contes comme ça existait à l'époque, ouais. Comme les fables, des petites fables, et interprétées à plusieurs niveaux de lecture, exactement comme la Bible, c'est-à-dire il ne faut surtout pas se fier au premier niveau de lecture qu'on appelle le pshat, oui. Mais plutôt à des niveaux supérieurs. Et il ne faut pas oublier que à la fin de sa vie, il est mort malheureusement très jeune. Il a le dernier livre. Il a dit à ses élèves bon ben voilà, vous savez, le prochain livre, en fait, j'ai décidé de le brûler, donc je vous le donne pas parce que je l'ai brûlé. Donc c'est comme message à ses élèves, c'est de dire bon, à vous de continuer de chercher ce que, vous voyez, de transmettre justement. La transmission est une ouverture, n'est pas quelque chose qui est une fin. Qui est une fin. Oui. C'est un peu comme vos tableaux, ça renvoie ce que vous dites là. Je rebondis sur votre dernière phrase tout à l'heure, qui parlait de vos tableaux, et un tableau ne vit que par celui qui le regarde, disait Picasso, et ça va exactement dans ce que vous dites, je crois. Ah, Jean-Michel Rich, merci. C'est Duchamp qui disait ça. Non, c'est Picasso. Ah non, Monsieur Ribes, excusez-moi, mais Pablo Picasso a dit enfin, moi je l'ai vu comme ça. C'est Duchamp. Bon, d'accord, ok. Bon, Duchamp, Picasso, c'est des grands, hein, on s'en fout. On va donner le micro. Merci, monsieur. Merci. Est-ce que vous avez, monsieur, là-bas, une autre question? Oui, excusez-moi, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des mauvaises couleurs. Je ne sais pas ce que vous entendez par là. J'ai dit mauvaises couleurs? Oui, il y a 5 minutes. Vous avez dit qu'il y avait des mauvaises couleurs. Ça, c'est bizarre, alors. Mais il y a des couleurs où on rate, on peut être mécontent des mélanges qu'on peut faire. Ce que
plus vouloir dire que je peux rater un tableau. Et donc, si je rate un tableau, toutes les couleurs sont mauvaises. Mais en tout cas, la couleur par elle-même, toutes les couleurs sont géniales. Donc, je me suis mal exprimé. Par exemple, la couleur, c'est quoi la couleur? C'est du pigment avec un liant qui peut être une colle de peau, par exemple, si c'est une gouache, mais une huile. Donc, ce qui compte, c'est le pigment. Et je ne connais pas de mauvais pigments. Il y a des pigments qui sont plus fragiles que d'autres, qui se fixent davantage à la lumière, mais aux artistes de choisir des pigments qui leur correspondent mieux. Mais il n'y a pas de mauvais pigments. Monsieur Garouste. Non, je refuse de répondre à votre question. Non, il y a une question que je voudrais vous poser, cher monsieur. Je vous en prie. Non, mais il y a une chose que je connais ô combien ta vie, ô combien ce que tu as écrit, ô combien ce que tu peins. Vous ne vous voyez plus. Comment? Vous ne vous voyez plus. Vous me tutoyez, il faut le savoir. Non, parce que tout d'un coup, vous me bouleversez, il y a une espèce de sentiment de... Comme ça, le tu devient quelque chose qui est artistique. Donc, comme vous êtes un artiste ou pas, j'ai oublié, oui. Sur ma feuille de sécurité sociale, il y a écrit artiste. Oui, bon. Donc ça, c'est pour vous soigner de vos maladies, mais pour le reste, je ne sais pas. Non, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que je crois que dans ton parcours de vie, tu n'en parles pas. Et il y a quelqu'un qui me semble, un autre peintre que tu as rencontré, qui peut-être a été, sinon à l'origine de ta vocation, tout moi qui a compté, qui va mal en ce moment, c'est Cortot. Et je ne sais pas, tu en parles jamais. C'est pas un reproche, mais je pense que ça a été quelqu'un, parce que je l'ai vécu quand même de proche, qui t'a un peu donné les pinceaux, comme Tolède a donné les pinceaux au Greco. Le premier vernissage auquel j'ai été, c'est un vernissage de Jean Cortot. Mais j'ai parlé, pas plus qu'il y a 2 jours, à l'Académie des Beaux-Arts, puisque maintenant je suis académicien, et justement on parlait de Jean, et que c'était un vrai sujet. Il y avait des personnes qui l'ont bien, et on regrettait qu'à cette table, Jean ne soit pas là. Donc Jean, là, tu sais, on n'a pas beaucoup de temps. Non, mais c'est pas un reproche. C'est je voulais savoir parce que moi, non, Jean Cortot est très, pour répondre directement à ta question, Jean est très important et sur un plan professionnel parce que c'est lui en effet qui m'a fait découvrir ce métier de peintre avec cette génération d'artistes de l'école de Paris, ses amis Jacques Bus et les autres, Marfin, d'ailleurs des artistes qui aujourd'hui vont parce que vous savez, il y a des modes. L'école de Paris était un petit peu oubliée, et tout d'un coup, vous allez voir que l'école de Paris va reprendre beaucoup et la génération de Jean Cortot. Mais en plus Jean Cortot, c'est toute notre enfance. Quand on était en pension, on allait dans le Lot, dans sa sublime maison du Lot, dans son atelier. Et on y a des souvenirs merveilleux. Mais tu sais, je parle pas. Il y a beaucoup de choses dont je ne parle pas. Non, mais c'était pas de ne pas en parler, c'était de dire que sa peinture, qui n'est pas exactement la même que la tienne, oui. Mais il y a eu quand même. Alors, sur sa peinture, il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'il n'est pas dans le jeu des modes. Il fait quelque chose de très personnel qu'il a toujours fait, c'est-à-dire surtout basé sur l'écrit. C'est-à-dire que c'est un grand... Lui, son sujet, c'est la poésie. Il a des amis, tu me le dis si je me trompe, mais ses amis, c'était des poètes, des écrivains, et sa peinture est une peinture pour mettre en valeur ses amis et ses poètes et écrivains. Et donc, il se fout pas mal des mouvements. Vous savez, il y a des artistes que moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est drôle, j'ai un problème quand il s'agit de dire un nom, des gens que j'adore pourtant. Bon, pardon. Dis mon nom. Comment ? Dis mon nom. Mais non, je parle d'un peintre qui fait entre autres des petites filles avec des petites culottes. Balthus. Balthus. Un ami de Weinstein.
Balthus, ce que j'aime, c'est qu'il est en dehors de tout. Est-ce qu'il est démodé, à la mode ou pas? Il fait ses tableaux, on les aime ou on les aime pas. Eh bien, Jean Cortot, c'est un peu la même chose. Jean Cortot est dans des jeux d'écriture. On pourrait penser à Michaud quelque part, mais c'est très très personnel. Et j'adore ces artistes qui font une œuvre au-delà des modes et des temps. Aujourd'hui, vous remarquerez qu'il y a des modes à suivre. Il faut être en tel esprit. Et puis, il y a des gens qui sont au-delà des modes. Et c'est sûr que quand on est peintre, la peinture est soit définitivement démodée, ou soit elle est hors mode. Et ça, on partage ce point commun avec Jean Cortot. Je vous remercie à tous. Hélas, on est obligé de libérer la salle. Vous pouvez retrouver Gérard Garouste à la librairie pour une signature et lui poser une dernière question. Je suis vraiment désolée. Merci encore. Merci à notre partenaire de la MGEM. À très vite pour d'autres rencontres. Merci.